Madame, Messieurs, bon début de semaine à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 juin 2023. C'est les débuts des épreuves d'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les élèves de 6e des humanités passent donc ce lundi, débutent avec la session de l'examen d'État 2022-2023. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est la convocation électorale pour la députation nationale. Les candidats députés nationaux vont donc à partir d'aujourd'hui déposer leur candidature à la CENI. La convocation électorale, c'était donc hier que le président de la CENI, Denis Kadima, a convoqué l'électorat. Alors dans son speech, Denis Kadima a également annoncé des rencontres avec deux opposants. Denis Kadima a aussi annoncé les reports des opérations d'identification des électeurs à Kwamout, et s'est reporté à une date ultérieure. Aussi les débuts de la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs, c'est ce qui donc a annoncé le président de la CENI, Denis Kadima. Nous allons analyser tout au long de ces magazines avec nos invités. Et de son côté, Martin Fayoulou et Lamonka, les 4 leaders de l'opposition. Martin Fayoulou était présent, les autres étaient représentés par le secrétaire général, étaient du côté de Njili Saint-Thérèse, ils étaient en meeting. Alors Martin Fayoulou a apporté quelques précisions. Il n'a pas boycotté les procès électoraux, mais il appelle qu'on puisse revoir l'audit du fichier électoral modifié. Sans cela, il ne prendra pas part aux élections. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, à Mbujimayi, il a pris part à la messe du jubilé d'argent de Monseigneur Kassonda. Et sur place, le chef de l'État a tenu également un discours lors de cette cérémonie de jubilé d'argent de Monseigneur Kassonda. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, a dénoncé une certaine dérive dangereuse de l'Église catholique, l'Église qui doit être au milieu du village. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner tous les Congolais qui sont en politique de la même manière. Je ne reculerai pas devant les menaces d'intimidation de tout genre. J'ai passé quasiment le 3/4 de ma vie à combattre à côté d'un grand homme, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je m'attaquerai sans remords et sans hésitation à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, et ce, peu importe ce qu'on dira, violation de droits de l'homme, privation de liberté. Voilà, en somme, c'est qu'a dit le chef de l'État à Mbujimayi. Madame et messieurs, encore une fois, bienvenue, bonjour, de rester fidèles et suivre chaque jour le magazine Kiosque. Alors, nous avons 3 invités. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Pascal, bonjour cher ami. Je suis très content d'être associé à ce débat aujourd'hui. Vous voyez que l'actualité est très fournie. Et évidemment, je crois que nous allons tirer un peu les perversions, si vous voulez bien, de notre vie politique qui se répètent. Et je crois que c'est l'occasion le plus indiquée pour pouvoir en parler, entrer en profondeur, pour analyser un peu les comportements politiques des uns des autres, des différents acteurs politiques, les différents acteurs, qu'ils soient politiques ou encore leaders sociaux. C'est très important. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions, madame. Merci. Alors, choc d'idées oblige, nous avons retenu Gramik Kangé, qui était tout à l'heure, là, vous avez vu, il était dans le magazine Rendez-vous des auditeurs. Alors, pour le choc d'idées, il faut qu'il y ait une contradiction, c'est ça la beauté même du débat. Gramik, vous restez avec nous, alors vous allez participer à ce débat des kiosques. Gramik, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, et bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande émission. Kiosque, bonjour également, mes salutations à mes co-débatteurs. J'espère que nous allons faire un débat très républicain, mais je m'en vais directement pour placer un mot, parce que vous savez très bien, les Congolais étant chaque jour, matin, midi, soir, il y a des compatriotes qui décèdent à l'ouest comme à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des familles éplorées. Je ne peux pas commencer cette grande émission sans pour autant faire un clin d'œil à toutes ces familles. Mais je m'en vais également pour dire bon vent à cette nouvelle équipe dirigeante des Kobil SA, où on a nommé, j'ai vu les PCA Thierry Mosenempo, le DG Georges Yambangwa,
de leur nomination, après la remise et reprise directement, ils se sont lancés dans la formation, le renforcement des capacités des cadres et administrateurs de cette entreprise. Question d'avoir des résultats escomptés, d'améliorer les rendements des COVID. Ce sont ces gens d'administrateurs, des gens, des chefs que nous voudrions pour l'émergence de ces pays. Ah, merci Gramic. Alors, le troisième invité, c'est Pascal Oondje. Bonjour Pascal. Bonjour, il faut dire l'habituel de chaque lundi. Merci. L'habituel de chaque lundi. Voilà, on est là. Je crois que le même exercice sera fait comme a souhaité mes deux frères qui sont en face de moi. Comme c'est lundi, vous aviez énuméré des sujets très importants et pertinents qui vont nécessiter de belles analyses. Je crois que nous allons correctement nous exercer et pour cela, je vous dis merci et pour le travail que vous continuez à vous battre. Alors, je reste avec vous, Pascal Oondje. On commence avec nos élèves, les 6e qui passent l'examen d'État aujourd'hui. C'est examen d'État, 4 jours. Ça débute aujourd'hui, mais il y a certaines personnes qui dénoncent certaines pratiques qui ternissent en fait la qualité de l'enseignement, les phénomènes suivis. Les préfets qui font de suivi pour que leurs écoles soient aient de 100%, et puis c'est quand même quelque chose que les gens dénoncent. Ouais. Ça date, je crois que même à notre époque, nous avions connu ça. Et effectivement, ce sont des pratiques à dénoncer, parce que le souci de chaque jour est d'avoir de bons enseignements. Et de ces bons enseignements, nous aurons alors de bons cadres au pays. Et lorsque nous aurons de bons cadres au pays, et substantiellement, vous comprenez en général, sinon par la suite, c'est la bonne gestion et le reste s'en suivra. Et si on n'éduque pas correctement, on n'enseigne pas correctement, et on favorise déjà à ce stade-là la corruption, et les enfants voient que leurs encadreurs n'osent pas faciliter la corruption, même lorsqu'ils auront terminé aussi leurs études, ils sont cadres, ainsi de suite, ils risquent maintenant d'imiter les mauvais comportements. Ils sont des comportements que nous devons nous opposer, des comportements que nous devons dire stop, c'est pas bon pour une société qui veut, en tout cas, se transformer autrement. Et donc, je souhaite bonne chance à tous les élèves aujourd'hui qui vont compétir. J'espère que les meilleurs vont gagner. Et il faudrait que lorsqu'ils obtiennent les diplômes, qu'ils comprennent que c'est toute une charge pour une nation parce que là, ils détiennent le flambeau. Il ne faudrait pas que lorsqu'on a le diplôme et on a un comportement prosaïque comme tout le monde, comme ceux qui n'ont pas étudié. Et alors qu'on est censé montrer la voie à travers notre agir, à travers l'éducation reçue, à travers l'enseignement reçu. C'est de cette manière que nous allons construire correctement notre société. Donc, bonne chance à tous les candidats. Voilà. Joseph Kongolo, la qualité des élèves ou le niveau des élèves, c'est pas seulement en 6e, hein, c'est la base, parce qu'après les examens ou soit avant les interviews que nous faisons, on sent que certains, pas tous, hein, certains élèves, ils n'ont pas vraiment un niveau, voilà. Oui, je crois que c'est la maladie qui ronge le système d'enseignement de notre pays. C'est pas en 6e qu'on va constater ça. En principe, ça doit commencer bien avant, le début, n'est-ce pas, de l'enseignement. Malheureusement, c'est en 6e qu'on constate que le système d'enseignement est vraiment au rabais. Mais ce que je veux dire, ce qui est très important, c'est que l'ensemble des connaissances, donc l'enseignement qui a pour rôle, n'est-ce pas, de transmettre le savoir aux enfants, de les libérer de l'ignorance, de les libérer des tares et de beaucoup de choses à travers, n'est-ce pas, l'enseignement. J'ai comme l'impression, ça c'est l'impression que je donne, c'est qu'actuellement, le savoir qu'on transfère aux enfants, c'est un savoir qui ne libère pas. C'est pas un savoir libérateur, fort malheureusement, et ça c'est le danger. Est-ce qu'on est libéré de l'ignorance? Est-ce qu'on est libéré de toutes les choses pour lesquelles le pays est resté, n'est-ce pas, sous le joug qu'est-ce que vous voulez, des Kuluna toutes les pratiques montrent bien que notre société n'a pas atteint un niveau culturel assez considérable. Il faut voir que les influences qui viennent des Kuluna, les influences qui viennent des gens de la rue, semblent prendre la prépondérance sur l'influence, n'est-ce pas, si vous voulez bien, des scientifiques, des étudiants par exemple. Vous allez trouver un étudiant qui s'appelle Impiné, n'est-ce pas? Impiné, station, vous comprenez? Donc très vite, à partir de la lecture, n'est-ce pas, de notre langage populaire, nous comprenons que c'est ce manque de savoir libérateur qui fait que nous restions assez longtemps, n'est-ce pas, dans l'ignorance, donc soit encore le joug
de l'ignorance et ça empêche, ça ralentit, si vous voulez bien, aussi le développement de notre pays sur le plan culturel, sur le plan intellectuel. Alors le problème c'est à la base, hein, déjà à l'école primaire, Absolument. maternelle. Alors, Absolument. C'est déjà au niveau de la base. Je me rappelle, le ministre d'État, je crois, de l'enseignement, lui disait que un enseignant avait 106 ans à l'école primaire. Donc c'est le plus vieux fonctionnaire, n'est-ce pas, qui n'avait jamais été retraité. 106 ans, qu'est-ce qu'il va transmettre aux enfants? Avec quelle force? 100 ans, 6 personnes à 100 ans, tous enseignants, qu'est-ce qu'ils vont transmettre aux enfants? Alors vous comprenez déjà dès le départ, quand l'enseignement est faussé, je ne vois pas comment un enfant va se rattraper en cours du cursus pour pouvoir présenter, n'est-ce pas, les standards qu'il faut. Donc je considère pratiquement qu'il y a encore des réformes en profondeur qu'il faut faire au niveau de l'enseignement et au niveau surtout des encadreurs de l'enseignement. Quand je passe sur la rue, j'entends institut. Qu'est-ce que vous transmettez à l'enfant? Donc il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur lesquelles il faut revenir. Madame, je voudrais signaler ici, quand je suis arrivé ici à Kinshasa il y a 23 ans, j'ai commencé par l'enseignement, mais j'ai vite abandonné parce que je ne savais pas par où commencer. Les salaires. Oui, j'étais au secondaire. Non, ce n'est pas un problème de salaire. C'est-à-dire que le niveau était tellement bas, je ne pouvais pas comprendre par où je commençais à donner cours. Quand l'enfant ne sait pas écrire, quand il ne sait pas lire, et tout ça, il est déjà au niveau des humanités. Donc, j'ai abandonné cet enseignement à cause de ce niveau très bas de l'enseignement. Voilà, quand vous évoquez les niveaux très bas grammiques, mais le constat est que les enseignants du primaire sont vraiment négligés, or que c'est vraiment le fondement, la base, c'est l'école primaire. Merci beaucoup, Madame Gisèle, de commencer par la racine de tous les mots. C'est vrai que nous sommes en train de déplorer ce qui se passe, moi également. C'est devenu un problème social, même une habitude. Ici en République démocratique du Congo, la corruption, la tricherie, et ainsi de suite. Et c'est à tous les niveaux de notre pays. Ce n'est pas seulement au niveau des examens d'État, non. C'est à tous les niveaux, même au plus haut niveau du pays. J'ai suivi une fois le président de la République dans son discours. Il s'est dit qu'il ne pouvait jamais comprendre quand il était dans l'opposition les niveaux de la corruption qu'il y a dans ces pays. Donc, ça vient de plus loin, de très haut. Et je suis en train de déplorer le laxisme de nos dirigeants. Les dirigeants actuels, nos autorités, les savent très bien que dans ces pays, il y a ce qu'on appelle les branchements. Il y a ce qu'on appelle tout ce que nous sommes en train de décrire, toutes ces mauvaises pratiques, suivies, et ainsi de suite. Mais que fait les dirigeants? Quelle est la politique pour lutter face à ça? Quelle est la politique du ministre de l'EPSP ou de l'EPST pour lutter contre ces fléaux? Apparemment, je ne constate rien. Mais ils les font à son insu. S'il vous plaît, Madame Gisèle, quand vous dites ça, c'est même plus grave. Comment le ministre ne peut pas avoir la maîtrise de son secteur? Les mots qui rongent son secteur, quand vous devenez ministre, avant même, quand on vous consulte, parce qu'on les consulte d'abord, quand on vous consulte pour un poste X, Y, c'est-à-dire que vous faites d'abord l'étude au préalable avec toute ton équipe pour essayer un peu de répertorier les mots, les vices, ainsi de suite, ce qui ne va pas au niveau de ton secteur. Est-ce que le ministre est conscient de ça? Je sais qu'il connaît ça parce que c'est également un professeur. Tony Mwaba, il enseigne à l'université. Les mêmes pratiques au niveau de l'école secondaire viennent également au niveau, viennent également, si j'ai dit au pluriel, montent également au niveau de l'université. Là, je pense que le professeur Tony Mwaba est au courant de ce qui se passe. Mais quels sont les efforts fournis? Déjà, vous dites ici que l'enseignant est négligé. L'enseignant n'est pas bien payé. Il y a beaucoup de choses. Nous voyons, nous tous, même l'habillement. Si on part seulement dans l'habillement, on voit les enfants de ces enseignants, comment est-ce qu'ils vivent. Donc il y a un problème très sérieux. On sent le laxisme, l'abandon de l'État, l'absence même de l'autorité et de l'État. Et plus souvent, ce sont les professeurs qui viennent vers les élèves. C'est-à-dire que les professeurs viennent proposer aux élèves, vous savez, ici, ça se passe comme ça. Les inspecteurs même. Les inspecteurs viennent proposer aux élèves, vous savez, ici, la pratique, c'est comme ça, on fait les branchements, on fait des fuites, ainsi de suite. Et les élèves apprennent ça auprès des professeurs, apprennent ça auprès des recteurs, des préfets, ainsi de suite. C'est on sent vraiment qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Moi, je n'aimerais pas condamner ou fustiger les élèves, parce que, vous savez, et très bien, l'élève n'apprend qu'un enfant, n'apprend qu'auprès des adultes. Moi, je suis en train de condamner l'élite congolaise qui apparemment ne fournit aucun effort pour changer la situation dans les pays. Et cela se répercute dans tous les secteurs du pays. Quand vous voyez les chefs MG en train de décrire les vols, les chefs MG, le chef d'état-major, Christian Tué, qui décrit même, on est en train de voler l'argent des militaires, l'argent des médicaments. Il est dit, là ce n'est pas moi, nous avons tous suivi cette vidéo.
quand ça se passe même au niveau de l'armée, où les gens mais sont quand il en train de dénonce, c'est-à-dire sacrifier. qu'il est contre cela, il dénonce, c'est-à-dire qu'il lance dans la lutte contre ces phénomènes. Son rôle n'est pas de dénoncer, son rôle c'est de trouver des sanctions appropriées. Son rôle, c'est de lutter contre ça et non de dénoncer. Le rôle de l'opposition. Il s'adressait aux concernés, c'était une sorte de parade. S'il vous plaît, on s'adresse. Lui, il est le chef. Il pourrait interpeller tous ces gens. Et puis, il dit clairement que je connais tous ces mondes-là. Il pourrait interpeller ces gens et puis les sanctionner. La population n'a pas besoin d'entendre cela. La population a besoin d'entendre qu'on a sanctionné tel général parce qu'il a détourné. C'est ça que la population veut. La population ne veut pas écouter que non, on a détourné l'argent des militaires, même l'argent des médicaments. C'est pour vous dire que c'est une situation très globale qui nous confirme qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Je pense que nous allons en parler, ce que l'Église catholique décrit maintenant. C'est un autre sujet, voilà. Catholique ça, c'est un autre sujet, Gramic. S'il vous plaît, on traite l'Église catholique dépolitisée, mais ce sont des mêmes mots que tout le monde est en train de décrire. Merci. Merci. Vous avez répliqué? Il ne faudrait pas qu'on saute, on aborde notre sujet sans qu'on recadre quelque chose là. Et lorsqu'on dit l'abandon de l'État à travers le constat sur l'enseignement, mais je ne comprends rien. Les réformes sont là. La bonne expression aurait été de dire l'État avait abandonné son secteur. Là, l'argument devient pertinent et tout le monde allait s'incliner. Parce que, je le dis ici, lorsque j'ai pris parole premier, même lorsque nous étions en 6e, lorsqu'on étudiait, on a connu des cas comme ça. Ça date pas. Il y a eu, à une certaine époque, dans ce pays, une politique qui a consisté, n'est-ce pas, à rendre l'enseignement dans cet état pour rendre pratiquement les Congolais, je veux dire répéter, sans capacité de bien réfléchir. Mais aujourd'hui, lorsqu'il dit absence de l'autorité de l'État, parce que là nous sommes dans son secteur toujours, comme s'il n'y a pas eu de réforme. Je veux vous rappeler, quand ce régime prend le pouvoir, l'enseignant était payé à 80 $ américains. Aujourd'hui, il est payé à 250-300 $ américains. Je ne dis pas que c'est fameux, c'est extraordinaire. Mais il y a des efforts. Mais cet effort-là, une bonne lecture scientifique voudrait dire quoi? Ou généralement, ça se fait comment? D'un côté, vous avez le pour. De l'autre côté, vous avez les contre. Vous commencez d'abord par, soit, appuyer ce qui est fait, et finalement, vous dites, les difficultés sont là, et vous tirez une conclusion. Mais lorsque vous ne voyez pas ce qui est fait, et d'emblée, vous vous attaquez alors que les réformes sont là, même sur la gratuité de l'enseignement, l'idée c'est laquelle, en toute réalité? C'est résoudre ce problème. Voyez-vous? Et donc, je veux qu'ils comprennent que les efforts sont fournis. Est-ce que ces efforts ont atteint leur objectif? Je dis non. Les efforts n'ont pas atteint leurs objectifs. Est-ce que les enseignants aujourd'hui sont très bien traités? Je dis non. Ils ne sont pas très bien traités, mais au moins les efforts, nous, tous, même les enseignants eux-mêmes, savent reconnaître que maintenant là, il y a un petit changement. Merci Pascal. Alors maintenant, ne pas reconnaître cela, tout rejeter, alors ce n'est pas très juste en même temps. Merci. Alors on passe à un autre sujet. Là, je donne la parole à Joseph Kongolo. Joseph Kongolo, c'est par rapport à la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Déjà, à partir de ce matin, déjà, les députés sont prêts déjà pour déposer leurs candidats, qui sont nombreux. Hein. Tout le monde veut devenir candidat député national, Joseph Kongolo. Alors, nous avons suivi hier le président de Denis Kadima, le président de la centrale électorale. On sent que en tout cas, on tend vers la tenue des élections, mais il a quand même émis certains doutes par rapport à la situation sécuritaire. Il a donné l'exemple de 2022 et des élections passées où il y avait eu des problèmes sécuritaires qui avaient posé problème. Il dit que ça n'a pas encore été résolu. Là, on peut retenir qu'il y a des doutes quant à ça. Bien, merci beaucoup, madame. Je crois qu'il y a deux choses à féliciter. C'est qu'ils sont restés fidèles, n'est-ce pas, au calendrier électoral qu'ils ont proposé à la nation congolaise. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a cherché, comme un arbre au milieu du village, il a cherché d'abord à mettre tout le monde, il a donné des garanties dans son discours, de mettre tout le monde, de traiter tout le monde en même pied d'égalité. Ça, il a dit. N'est-ce pas?
Donc, il a fait un petit exercice que j'appelle de légitimation de son processus électoral auprès de ceux qui l'ont récusé depuis tout ce temps. Voyez-vous, il a fait un discours pour garantir, n'est-ce pas, la justice, n'est-ce pas, la justice, n'est-ce pas, qui lui sont reconnus, n'est-ce pas, au processus à la CNI, n'est-ce pas, dans les statuts qui l'organisent. Donc, je considère que, du point de vue procédure, la CNI est restée droit dans ses bottes, fidèle, n'est-ce pas, au calendrier qu'il a donné. Ça, c'est un élément positif qu'il faut souligner. Deuxième élément, il a donné des garanties. Il a donné des garanties à tous ceux-là qui hésitent encore, qu'il va traiter avec justice, n'est-ce pas, tous les candidats ainsi que tous les autres partis politiques. Donc, c'est une garantie qu'il faut prendre en compte, il faut le prendre au mot. Et je crois que c'est une occasion qu'on a donnée à tous ceux qui hésitent encore, tout en continuant, n'est-ce pas, à réclamer, mais de déposer les candidatures, pour qu'ils ne versent pas une exception. Il ne faut pas qu'au-delà de la date requise, qu'on dise oui, maintenant on est d'accord parce qu'on a fait ceci. Je crois que c'est un enjeu. Il faut qu'ils déposent leur candidature tout en attendant, n'est-ce pas, les améliorations qu'ils demandent, n'est-ce pas, au niveau de la CENI. Troisième élément, madame, vous devez comprendre que dans une société qui était, si vous voulez bien, en érosion, c'est la politique qui paye mieux, apparemment. Apparemment, quand on est député provincial, le député provincial de la ville de Kinshasa touche 9 000 $. Le député national, on parle d'environ 21 000 $. Et vous comprenez que c'est peut-être la députation nationale, le secteur politique, qui paye mieux. Voilà pourquoi il y a un engouement de taille, n'est-ce pas, au niveau de la ville de Kinshasa et de l'ensemble du territoire national, que chacun voudrait être, n'est-ce pas, député provincial ou national. Donc, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui attire certains appâts et tout le monde voudrait bien être dans le processus. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que, parce que c'est en rapport aussi avec le sujet qui va venir sur les déclarations du cardinal et du président de la République, je voudrais dire que ce processus, c'est un élément sensible qui risque de ramener la société à l'érosion, à la balkanisation. Balkanisation nationale, quand je parle de balkanisation, ce n'est pas forcément la balkanisation territoriale. C'est-à-dire qu'on risque d'accroître les fissures qui sont déjà au niveau de la nation. Donc on risque d'accroître des fissures qui sont déjà au niveau de la nation. Et je voudrais que M. Kadima, qui est le président de la CNI, qu'il soit fidèle à ses paroles. Qu'il soit très fidèle à ses paroles. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il traite avec égalité tous les candidats qui vont se présenter. Et dans le traitement des candidatures, mais aussi au niveau, n'est-ce pas, du traitement du processus électoral jusqu'à l'élaboration, jusqu'à la proclamation des résultats. Nous voulons que ce qu'ils ont accepté dans la loi électorale soit exécuté à la lettre. En ce moment-là, que les gens boycottent ou pas, du moment que le processus sera respecté comme il l'aura dit, même à la fin, ceux qui auront refusé, n'est-ce pas, de prendre part à ces processus, au moins ils auront le rapport de l'ensemble des observateurs qui viendront que le processus a été respecté dans son déroulement. Donc je voudrais demander vraiment qu'ils respectent leurs paroles comme ils ont pris des engagements et que le statut c'est aussi un engagement, la loi électorale est un engagement. Je voudrais qu'ils fassent comme ils l'ont dit et arriver jusqu'à la fin. Je crois que le monde entier sera témoin et la nation tout entière sera témoin. Je crois qu'on va diminuer les risques d'érosion sécuritaire ou encore d'érosion politique. Alors Pascal Orongé, les gens qui ont suivi, tous les observateurs qui ont suivi les propos, les speeches d'Edi Kadima hier, on a noté certaines choses. Par exemple, l'identification des électeurs à Kwamouts, on avait annoncé et ça a été reporté. La carte d'électeur qui a été critiquée par rapport à la qualité même. Et Denis Kadima a annoncé la délivrance des duplicata. Et puis un autre point que les gens ont noté, c'est les préoccupations des opposants. Denis Kadima a annoncé des rencontres avec les politiciens, surtout les opposants. Et on ne sent pas là que... Et puis quand il fait encore, c'est la question que je posais à Joseph Kongolo, il rappelle qu'il y a eu des problèmes sécuritaires qui avaient... aux élections passées, il a évoqué cette question de la sécurité, question sécuritaire
qui n'est pas encore résolu. Est-ce qu'on ne peut pas là déduire qu'il y a des doutes pour la tenue des élections? Il essaie un peu de répondre par rapport aux préoccupations des opposants, la qualité de la carte, aussi la situation sécuritaire à Kwamouth notamment, sans compter du côté de l'Est, le RDC. Je ne pense pas qu'il y a doute à partir du moment où l'amendement en question, même si les cartes posent problème, a déjà évolué. La loi sur la répartition des sièges a déjà évolué, promulguée d'ailleurs par le chef de l'État. Déjà aujourd'hui, c'est la date de dépôt des candidatures. Je pense que nous sommes dans une position irréversible pour l'organisation de l'élection. Mais Denis Kadiman n'est pas étranger, c'est un Congolais qui vit ici, qui a intérêt que les choses marchent normalement. Et qui sait, c'est que les Congolais ont dénoncé et ont déploré en 2006, 2011 et 2018. Mon téléphone, enfin, je vois que c'est les excuses sont en direct. Donc je disais que nous sommes, de mon point de vue, dans un cycle aujourd'hui qui devient irréversible. Du fait que nous avons déjà la loi électorale, nous avons la loi de répartition des sièges, on a organisé l'opération de l'enrôlement. Il est vrai qu'à Kwamouth et ailleurs, comme vous avez avancé, il y a encore des problèmes, mais je vais revenir sur ça. Et donc, je pense que, et d'ailleurs aujourd'hui c'est la date de dépôt des candidatures, question pour chaque état-major des partis politiques s'est préparé pour aller aux élections. Donc je disais, Denis Kadima n'est pas étranger. C'est un Congolais qui vit ici, qui connaît ce que les Congolais ont toujours souhaité sur cette institution, pour qu'elle produise un travail qui doit mettre tout le monde d'accord. En tant que citoyen, comme tout citoyen, lorsqu'il constate, lui, qu'il y a des impairs dans l'élaboration, dans le fonctionnement, et c'est normal qu'il le dise pour mettre tout le monde d'accord. Et à travers ou après ce propos, vous savez, il y a une réaction positive aussi de l'autre côté du camp Martin Fayoulou, par exemple, qui semblait ne plus être d'accord de cheminer et aller jusqu'aux élections. Je l'ai déconseillé. Je faisais un exercice avec vous ici sur la problématique du phénomène du leadership politique. Peut-être qu'il nous avait compris, mais ici il dit, nous allons nous rencontrer avec la CENI, nous allons mettre des règles. Enfin, nous allons discuter autour des règles. Si c'est la CENI qui a dit ça. Oui. Non, là c'est Martin Fayoulou. Dans son meeting, lorsqu'on se met d'accord, et nous allons participer aussi aux élections. C'est une très bonne chose maintenant. Parce que l'essentiel, c'est quoi en toute réalité? Comme a dit Congolo, lorsqu'on sort les résultats, qu'on ne connaisse pas de fortes contestations comme nous avions connues dans le passé. C'est cela le souci de tout le monde. C'est lui qui sera élu. Il est difficile chez nous ici. Je n'ai jamais entendu jusqu'ici que le vrai perdant félicite celui qui est élu. Si, après ces élections, le vrai perdant sera à mesure, après avoir reconnu avec toute sincérité qu'il a perdu, mais au moins les élections ont été organisées, il félicite celui qui est élu, ce sera une bonne chose pour le pays. Parce que la difficulté, c'est toujours laquelle? Après les élections, le perdant mène un lobbying pour ne pas permettre à celui qui est proclamé de faire le travail normalement. Voyez-vous? Et tout doit partir de la CENI. C'est la CENI qui doit garantir le bon déroulement des opérations. Et lorsque ces résultats iront maintenant à la Cour constitutionnelle et qu'elle proclame, sinon elle les rend ces arrêts, personne ne revienne encore pour contester, comme nous attendons jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens continuaient à réclamer la légitimité ou avoir été élus en 2018. Ce n'est pas très logique. C'est un pays qui se recherche encore. Et donc, à ce stade, je pense que chaque état-major de parti politique, la première opération, c'est d'aligner ses candidats, d'aller les déposer. Les difficultés, les problèmes qui se posent dans le bon fonctionnement de toutes les étapes qui restent, comme dit le président de la Commission électorale nationale indépendante, feront objet d'un échange avec les partis prenantes. Alors cet échange, par rapport à cet échange, Pascal Oungé, est-ce qu'on peut s'attendre à quoi? Par exemple, Martin Fayoulou, il tient à ce qu'on puisse modifier le fichier électoral, c'est-à-dire qu'après cette rencontre, la CENI va céder à la pression de l'opposition ou va céder à toutes ses préoccupations ou comment? Le débat sur le fichier électoral, ce n'est pas la première fois.
que ce soit en 2006, 2011, 2018, nous a toujours réclamé le fichier électoral. Mais à ce jour, est-ce qu'il est possible? Alors c'est encore ne sert à rien alors. Non, non. À ce jour, est-ce qu'il est possible? La rencontre est importante, pourquoi? Parce qu'il faut mettre tout le monde en confiance. La première des choses d'abord. Le fichier, je ne pense pas qu'on y reviendra. Je ne pense pas qu'on va revenir sur la loi de répartition des sièges. Je ne pense pas qu'on va revenir sur la loi électorale. Revenir sur ces trois opérations, c'est dire en d'autres termes qu'à la fin de cette année, il n'y aura pas élection. C'est ce que ça veut dire simplement. Parce que le temps que ces opérations vont encore prendre, on va dépasser la date convenue. Et cette date-là, elle est sacrée dans la Constitution. Son dépassement a des conséquences. Maintenant, qui va s'assumer que les élections ne sont pas organisées à la date convenue par la Constitution? C'est parce que moi, j'ai voulu que ceci se fasse à cette heure ou à cet instant. Voilà pourquoi, d'un côté, nous avons des contraintes constitutionnelles. De l'autre côté, il y a des impairs tels que le président de la Commission électorale nationale l'a dit, et aussi les revendications de l'opposition. C'est autour de ces questions qu'un échange de mise en confiance peut avoir lieu entre les différentes parties pour que, finalement, on avance vite pour organiser des élections à la fin de l'année. Pourvu qu'une partie cède. Hein. Alors, Gramic, votre analyse également par rapport à ces propos de Denis Kadima ou son speech lors de la convocation de l'électorat hier, la députation nationale. Merci beaucoup, Madame Gisèle. Et j'ai aimé la réplique de mon aîné, Pascal Rongier, quand il voulait essayer un peu de parler des réformes au niveau des PSP ou soit les PST. Je dirais ceci. Je prends les derniers discours du président de la République sur l'état de la nation. Mon aîné a parlé qu'on payait des enseignants $80 et aujourd'hui $250. La population nous suit et les enseignants nous suivent. On n'a jamais même payé des enseignants en dollars. On n'a jamais payé des enseignants en dollars. Vous n'avez qu'à convertir? Non, je prends maintenant les discours sur l'état de la nation du président de la République. Les derniers discours, 2022. Le président a dit ceci. Le salaire moyen d'un enseignant est passé de 159 662,67 francs à 367 023 francs congolais. À l'époque, le taux était à combien? À 90. Aujourd'hui, le taux c'est à 25. Vous voulez dire si quoi nous par faisons là? la conversion, nous constatons que on n'a rien fait comme réforme. C'est un réajustement du taux. Juste ça. Ce n'est pas des réformes. On n'a rien fait comme réforme. C'est juste un réajustement du taux. Je te prends un cas. Il n'y a pas plus de 2 ou 3 mois, les gens qui ont surveillé, les surveillants des épreuves préliminaires de l'examen d'État ont revendiqué leur, si je pourrais dire, salaire. C'est qu'ils devraient percevoir pour surveiller jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'ils ont revendiqué, ils n'avaient pas encore reçu cet argent. Maintenant, un enseignant qui surveille, un surveillant à l'examen d'État, lors des examens préliminaires, qui ne perçoit pas son salaire, il va faire quoi si ce n'est pas favorisé? C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu de réforme jusqu'à présent. Les enseignants nous suivent, les savent très bien. Voilà, mais Gramic, on revient à notre sujet alors. Oui. Exactement. Je prends les sujets. Moi, j'aimerais plus aborder la question du point de vue des contraintes avancées, parce que c'est là même le plus important. Denis Kadima a avancé 2 contraintes. Contraintes sécuritaires qui persistent jusqu'à présent et contraintes financières. Et il a ajouté même ce qui pourrait empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et là, comme mon aîné dit que après, on a déjà promulgué la loi sur la répartition des sièges, c'est irréversible. Et puis, moyen de faire marche en arrière. Nous sommes en 2000, je pense 2016 ou 2015. Je suivais avec beaucoup de pertinence mon aîné. On avait même déposé des candidatures de la députation. On avait déjà, en 2015 ou en 2016, j'oublie l'année, mais quand on a fait les glissements en 2016, il y avait déjà des dépôts de candidatures. Mais on sait ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce n'est pas une position irréversible. Mais c'est que sûr, il y a un problème très sérieux que Kadima ne dit pas à la population
congolaise. Ici, j'ai un article de notre confrère Siméon Issako, qui dit ceci: sur 100% des financements que la CENI devrait percevoir tout au long de cette année et 2023, sur 100%, le gouvernement n'a décaissé que 6%. Sur 100%, là c'est Siméon Issako, un confrère proche du pouvoir. C'est pas parole évangile, il faut aller vérifier à la source. S'il vous plaît, Siméon Issako travaille avec la CENI, il est accrédité là-bas. Okay. Et Siméon a écrit cet article, c'était les jeudis, et les dimanches, là j'ai cet article. Les gens qui nous suivent, Casse Info, élection 2023, les reports à la porte de la CENI. Siméon dit ceci, toutes les données sont là. D'après les documents en possession de Siméon Issako, il est normalement prévu qu'au premier trimestre, le gouvernement ait versé 159,45 millions de dollars, 152,24 millions au deuxième trimestre, 64,11 millions pour le troisième trimestre et 71,12 millions de dollars au quatrième et dernier trimestre. Tout calcul fait les montants total prévus au profit de la CENI pour l'exercice 2023 et de 446,93 millions de dollars. Alors, Cas Info dit ceci: pour l'exercice 2023, année électorale, les financements n'est exécutés à 6,71% à la fin du deuxième trimestre. Au moment Vous voulez dire quoi par là, Grabik? Cela veut dire... C'est-à-dire qu'il y aura pas, il y a des doutes par rapport à l'élection, mais la CENI rassure, oui, le gouvernement rassure aussi. Là, c'est Denis Kadima lui-même qui a parlé. Nous avons des problèmes financiers et des problèmes sécuritaires. Parlons du fichier électoral. On a reporté encore Sinédi, et là, on n'avance plus des dates pour l'enrôlement au niveau des Kwamout. La CENI parle de ces phénomènes, je ne sais pas, la solidarité, lors de l'élaboration de la loi sur la répartition des sièges. Il dit la solidarité, c'est-à-dire quoi? On prend le même nombre d'électeurs en 2018 dans des territoires où l'enrôlement n'a pas eu lieu, faute de l'insécurité au niveau des Kwamout, même ici à Kinshasa, à Maluku, il n'y a pas eu enrôlement. À Rutshuru, là-bas, ainsi de suite, Massissi. La CENI reprend les mêmes nombres. Maintenant, si on fait l'enrôlement et que je sais, et là je suis même très sûr et certain qu'on ne va pas avoir le même nombre d'électeurs. Parce que la démographie, les gens meurent, les gens décèdent, et surtout que ce sont des coins où il y a insécurité. La CENI a repris les mêmes nombres d'électeurs de 2018 au niveau de ces territoires. Alors si on n'a pas ces mêmes nombres d'électeurs, on va faire quoi? Donc on a déjà d'abord un fichier, ou soit la répartition des sièges, un fichier déjà, si je parle de la répartition des sièges, une répartition déjà un peu douteuse, si je pourrais dire comme ça. Parce que ça ne reflète pas la réalité jusqu'à présent. Parce qu'on reprend les mêmes nombres d'électeurs au niveau des Kwamout et d'autres territoires. C'est pourquoi l'opposition veut voir clair dans ce qui se passe. On a audité les fichiers électoraux par une commission mixte des experts. Une commission mixte des experts. Pendant 4 jours, ils ont commencé le travail les mardis, ils ont fini les vendredis. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. L'OIF a rejeté ce travail pour une semaine. Là, ces gens l'ont fait pendant 4 jours. Alors, quelle est la crédibilité de ce qui se passe là? Alors, Grami, quelles sont vos attentes par rapport à ces rencontres annoncées par le président de la CENI? J'avance. Oui. Quand l'opposition dit tout ça, j'ai vu les chantres du régime en train de critiquer l'opposition. Mais là, maintenant, quand la CENI dit qu'on doit essayer de rencontrer ces gens-là, question d'inclusivité. Là, les discours changent, les langages changent. C'est-à-dire que la CENI comprend qu'on ne peut pas aller comme ça avec ces genres de contestation. Parce que la crédibilité m'imposerait un problème. Si l'OIF déjà rejette l'audit et que vous faites ce qui s'est passé là, déjà la crédibilité même au niveau international, c'est un grand problème. La crédibilité au niveau national pose un sérieux problème. Moi, je pense, même le peuple congolais, n'attend rien. Quand Kadi m'a dit que non, les gens Didi Manara, les gens dont les cartes d'électeurs, les écrits sont plus visibles, oui. On va avoir des duplicata. Mais si déjà, dans 3 mois, les cartes sont illisibles, alors nous sommes au mois de juillet. Si on a des duplicata, donc au mois de septembre, octobre, ces cartes ne seront plus également lisibles. Quelle est l'assurance, quelle est la certitude que Didi Manara nous donne que cette fois-ci, les duplicata seront de meilleure qualité? Je pense que c'est un sérieux problème. Comment se présenter dans un centre pour voter aussi longtemps? On a des cartes illisibles. Moi, je pense que les Congolais n'attendent plus rien de ce qui se passe. Les Congolais ont constaté que les élections
qui seront organisés, qui pourraient être organisés au mois de décembre, ne serait qu'un braquage électoral. Voilà. Mais, Gramic, peut-être une dernière question, mais pour certaines personnes, la position de Martin Fayoulou, il n'est pas aussi clair, hein? Tantôt il sort, tantôt il... Non, Martin Fayoulou... C'est pas ce qu'il fait. Voilà. Martin Fayoulou ne sort pas. La communication de Martin Fayoulou est claire. Martin Fayoulou a dit ceci. Aussi longtemps qu'on ne refait pas les fichiers, aussi longtemps qu'on ne fait pas l'audit par un organisme crédible international, nous ne déposons pas nos candidatures. C'est clair, comment aller aux élections avec ce genre de fichiers électoraux, avec, je vous ai dit ici que on a repris les nombres, c'est-à-dire que le fichier d'abord est douteux, parce qu'on reprend les nombres aussi longtemps, il n'y a pas eu enrôlement. C'est une préoccupation sérieuse qu'on doit analyser. Comment vous pourriez répondre les nombres? Vous êtes en train de répartir des sièges aussi longtemps sur le nombre des raisonnements, des estimations. C'est un problème très sérieux. Moi, je pense que, comme j'ai dit, la position de Martin Fayoulou est claire. Martin Fayoulou n'est pas en contradiction avec lui-même. Ce que Martin Fayoulou a dit les jours de sa conférence de presse, les jours de son point de presse, c'est ce qu'il a repris également hier au niveau des CNTRS. C'est-à-dire que Martin Fayoulou et SID ne vont pas déposer leur candidature aussi longtemps que les fichiers n'est pas refait et l'audit du fichier n'est pas exécuté. Voilà, merci Gramic. Alors on prend notre dernier sujet. C'est pas une bonne démarche. Nous courons derrière le temps parce qu'on a déjà convoqué la date aujourd'hui de dépôt. La date expire, n'est-ce pas? Vous n'avez pas déposé. Après l'expiration de la date, on trouve un cadre d'échange. Et on se met d'accord sur plusieurs points ici. Et on se dit les élections doivent être organisées en décembre. Mais vous serez perdant, vous n'aurez pas été conséquent au départ. Voilà, merci Moi, Pascal. je pense qu'à ce stade, la meilleure des choses, même s'il y a des revendications, c'est s'organiser pour aller déposer d'abord les candidatures. Et le reste, on verra après. Et vous ne pouvez pas refuser à aller déposer, sinon vous allez commettre une erreur. Merci Pascal Oronge. Alors, on prend un dernier sujet avec Joseph Kongolo. C'est le discours du chef de l'État, Mbujimaï, lors de la célébration du jubilé d'argent de Monseigneur Kassonda. Félix Tshisekedi a dénoncé la dérive. On a senti un peu Félix Tshisekedi en train de répondre sous la colère, comme certaines personnes estiment. Oui, madame, merci beaucoup. Avant de revenir à la question, je Très voudrais... vite, parce que là... Effectivement. Est-ce que les gens ont fait l'effort pour savoir comment se fait un contrôle du fichier électoral? J'ai entendu quelqu'un dire, sur 43 millions, 5 jours, ils vont faire combien par jour? Est-ce qu'ils savent comment ça se contrôle? Moi, j'ai fait l'effort pour comprendre que c'est un logiciel. Un logiciel bien travaillé. C'est tout de suite à la vue d'œil, déjà, on sait retirer les imperfections qui sont dans le sujet. C'est un travail électronique, un travail bien ficelé dans le logiciel. Les gens, parfois, ne comprennent pas. Moi, j'ai fait l'effort pour aller comprendre comment on contrôle un fichier électoral. Donc, on a fait beaucoup d'analyses sur l'ignorance du travail en profondeur. Et ça, c'est un problème très sérieux. Martin Fayoulou s'est contredit. Parce que son député lui a demandé de retirer ses propos. Son propre député, il a demandé de retirer ses propos. Il a pris une décision sans consulter les gens. Il dit non, nous, on ne va pas aux élections. Et puis il vient, il dit bon, on ira quand même à condition que. Ça, c'est une marche en arrière, madame. C'est une marche en arrière. Alors, revenons à notre sujet, oui. Il faut toujours trouver une position définitive et bien tourner sa langue plusieurs fois avant de faire une déclaration. Bien, j'ai senti dans le chef de l'État un discours des noms d'État. C'est ça un État. Je connais ce que c'est le pouvoir. Je suis politologue de formation. Un chef, un politique, il est celui qui a le regard sur la pendule, n'est-ce pas? Et il est celui qui a le regard global sur l'ensemble des secteurs de la vie politique du pays. Le discours qu'il a pris, effectivement, la situation a pourri. La situation a pourri avec l'Église catholique, avec les déclarations intempestives du cardinal, qui n'a pas su se réserver, et très souvent, il est allé jusqu'à l'extrême. Vous avez suivi François Soudan sur RFI hier. Il a fustigé la même chose. Je crois que le président a réduit presque sur ses propos. Il a fustigé la même chose. Donc, il faut savoir avoir les limites. Est-ce que le cardinal, qui a rang d'un docteur en théologie, au cardinal, hein. S'il vous plaît, c'est lui qui fait, c'est le cardinal et Cholet qui font ça. Est-ce qu'ils ne comprennent pas que le pays est en danger et qu'on ne doit pas tenir des propos qui vont à l'excès pour aggraver le problème qui est dans le pays? Ça, c'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. Je ne peux pas te trouver en agonie et t'annoncer la mort de ton fils. Même si ton fils est décédé, je ne t'annonce pas tout de suite. Je me réserve.
pour éviter que tu puisses trépasser à cause de cette information. Et ça, c'est un sens de responsabilité. Et j'ai apprécié le discours du président. Il est ferme là-dessus. En tant qu'homme politique, il doit prendre des décisions qui s'imposent de manière à remettre de l'autorité sur l'ensemble du pays. Ça ne doit pas venir de l'Église catholique. Ça peut venir d'ailleurs. Et même le discours du cardinal, madame. Comment expliquer que vous commencez le discours, Pascal l'a dit tout à l'heure, l'Église catholique n'a pas vu aucun avancement, aucune amélioration. Il commence le discours comme un parti politique. Il fustille ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, et ainsi de suite. Ils n'ont pas vu ce qui s'est amélioré. Mais Joseph, comme nous sommes dans le même discours qu'on avait, le même langage ou la même façon de parler que l'Église a tenue à l'époque de Kabila. Madame, je vais vous dire des choses très importantes. Je suis analyste. Ok? Est-ce que le régime de Mobutu est le même que celui qui est au pouvoir aujourd'hui? Est-ce que le régime de Kabila est le même que celui qui est au pouvoir aujourd'hui? Donc tout cela est à mettre dans le contexte. Il y a des améliorations, c'est vrai, elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes. Mais au moins, il y a des améliorations, il faut savoir aussi repérer son langage. Vous ne pouvez pas prendre les méthodes d'Etienne Tshisekedi aujourd'hui, qu'il a appliquées devant Mobutu, vous les appliquez devant Félix. Vous n'allez pas réussir. C'est-à-dire, quand il y a des améliorations qui se font, vous devez aussi améliorer la manière de faire l'opposition. Et ça, c'est très important, madame. C'est très important. Donc, je considère que le président de la République a pris un discours d'un homme d'État et il faut qu'il aille jusqu'au bout. On ne doit pas laisser qui que ce soit, politique ou non, religieux ou non, n'est-ce pas, de vouloir enfoncer davantage le pays dans l'insécurité. Voilà. Merci Joseph Kongola. Alors, Gramic, c'est pas parce que le chef a encaissé beaucoup de coups, alors il fallait vraiment qu'il puisse réagir de la sorte. Et comme a écrit un journal, on va découvrir un nouveau Fachi. Non, moi, je parlerai plutôt très vite fait en termes de régime. Je constate même que c'est lui qui croyait prendre les présidents en faisant ces discours en plein culte. Parce que là, les gens doivent noter que ces discours étaient tenus lors d'un culte. C'était un culte. Le président lui-même a tenu un discours politique dans un culte. Alors, les donneurs de leçons, eux-mêmes tombent dans leur piège. Et de deux, j'avance pour dire ceci, l'Église catholique est dans sa mission. Partout au monde, l'Église catholique aide les peuples. Et aider les peuples, parmi même les missions, les prérogatives d'une conférence épiscopale, c'est de faire ça, c'est-à-dire d'aider le peuple dans les contextes qui se présentent. Alors, quel est le contexte qui se présente? Le peuple congolais souffre. Le président lui-même l'a dit que les Congolais n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois. La situation sociale n'est pas reluisante. Aujourd'hui, le taux est à 25. Le président a dit ceci. Et si la guerre à l'Est ne prend pas fin, mon mandat serait un échec. Alors, l'Église catholique constate tout ça. L'Église catholique vit avec la population. L'Église constate que rien n'est fait. Vous ne voudriez pas que l'Église parle. Pourquoi vous ne voudriez pas que l'Église parle? Et si les politiques faisaient bien leur boulot, si les Congolais vivaient mieux, l'Église n'allait pas parler. Si l'Église parle, c'est-à-dire que les circonstances ne sont pas reluisantes. C'est pourquoi je suis en train de dire que le pouvoir se calme, que le pouvoir agisse, que le pouvoir travaille pour le bien-être social. L'Église sera en tout cas très calme. Et si rien n'est fait, l'Église va toujours continuer à dénoncer parce que les prêtres ont également des sœurs, des frères, des compatriotes congolais qui décèdent, qui meurent de faim. Voilà. Alors, on termine avec Pascal. Pascal, il y a le chef dans son séjour à Mkananga Mujima, il a quand même inauguré, posé les premières pierres dans des infrastructures importantes qui pouvaient aussi compter sur son mandat. Vous voyez que les gens se sont focalisés plus sur les discours que sur ces histoires-là. Sur le discours, j'entends le confrère parler que le chef a fait un discours politique dans un culte. Mais l'évêque la fois passée à Lubumbashi, c'est lors de l'homélie. Allez-vous comprendre? Et le cardinal le fait pratiquement chaque jour dans ses homélies. Mon évêque posait la question aux fidèles du diocèse de Kolé. Qu'est-ce qu'il a laissé comme œuvre? Il est bon de critiquer. Je vous disais la fois passée ici, je vais encore citer l'école. L'école Saint-Paul est ici à Barumbu. Allez-y voir dans quelles conditions les enfants étudient. C'est pour le cardinal. C'est une école privée. Allez-y, c'est ici. Il n'y a pas de pupitre. Les enfants écrivent sur le cuisses. C'est ici à 2 mètres. Et c'est facile à critiquer. Chers frères, l'Église catholique, elle n'est pas qu'en République démocratique du Congo. Vous suivez très bien les informations. Dans quel pays africain vous entendez
l'Église s'acharner contre ses dirigeants comme ici en République démocratique du Congo? Dans quel pays? On imite le premier cardinal. Et le contexte, comme le frère vous a dit, c'est dans la dictature. Le deuxième cardinal l'a fait, c'est par rapport aux résultats des élections simplement. Je n'ai pas entendu l'ancien cardinal le faire comme l'autre l'a fait. Et donc, le mal en même temps aussi, c'est au régime. Peut-être que le confrère ne connaît pas. Scholl l'a affirmé, je vous avais dit ici, ce qui n'a jamais été fait dans le passé. Chaque diocèse de l'Église catholique a reçu au moins 300 000 $ américains par le régime, par l'État, par le gouvernement, pour des projets de développement. Qu'est-ce qu'on pouvait encore faire? Est-ce que vous avez entendu une fois le cardinal parler de ça? Vous aviez entendu une fois quelqu'un qui veut féliciter cette action? Mais pourquoi ils ne le font pas? Voilà, kiosque est fini. Ils reçoivent ce qu'ils reçoivent. Ils devraient appuyer, n'est-ce pas, l'État, mais ils sont dans une posture de protéger certains individus pour des causes qui ne seront pas dévoilées ici. C'est clair, on connaît. Alors, c'est fini, Grammy. Malheureusement, les temps. Vous voulez dire quoi? Malheureusement, les temps. C'est-à-dire que l'Église reste dans sa mission. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Comme le dit toujours Pascal. Voilà. Le pouvoir également passe et rien ne demeure. Mais parce qu'on avait suivi un prêtre dans un pays africain dernièrement, ça a circulé sur les réseaux sociaux. C'est partout dans le monde. Voilà. Vous êtes suivi très acharné comme en République démocratique du Congo. Ah, ici c'est très fort. Très acharné, ils sont politiques pratiquement. Ici, moi, je les ai toujours appuyés. Et je viens de là d'ailleurs. Il ne faudrait pas que je décline mon identité ici. Mais simplement, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est déplorable, c'est un peu annexé. Merci. Merci Grammy. Merci Joseph Kongolo. Merci Pascal Onje. Merci à l'équipe technique Karine Ebebe, Fiston Atunga, Doudou Montiri et Moron Zambé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.